Il existe un instant presque imperceptible dans de nombreuses relations où tout commence à changer, même si personne ne le nomme à voix haute. Cela ne se produit pas après une grande discussion ni après une confession dramatique. Cela arrive en silence, entre des messages, des pauses et de petites décisions. Un jour, elle passe d'une réponse calme à regarder son téléphone plusieurs fois sans s'en rendre compte, de garder ses options ouvertes à penser à une seule personne, de se montrer distante à ressentir une connexion qu'elle ne sait pas expliquer. C'est à ce moment que l'équilibre émotionnel bascule, et la plupart des hommes non seulement ne le reconnaissent pas, mais font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Dès le début, beaucoup croient que la bonne voie est de démontrer un intérêt sans limite. Écrire fréquemment, répondre à l'instant, expliquer ce qu'ils ressentent, partager toute leur histoire dès les premiers jours. Ils confondent présence et valeur, disponibilité et sécurité. Ils pensent que plus ils en font, plus le lien sera fort. Cependant, cet élan précipite souvent la fin. Les messages deviennent constants, les explications interminables, l'attention excessive. Ce qui commence par de la curiosité se transforme en saturation. Et quand la saturation apparaît, l'attraction s'affaiblit sans prévenir. L'erreur n'est pas de montrer de l'intérêt, mais de ne pas comprendre comment fonctionne l'attachement émotionnel. La connexion ne se construit pas seulement avec des mots, ni avec de bonnes intentions. Elle se construit avec du rythme, de l'espace et de l'attente. Quand tout est offert d'un coup, il ne reste plus rien à découvrir. L'esprit cesse d'imaginer. Et quand l'imagination s'éteint, l'intérêt commence à chuter. Ce n'est pas une question de logique, mais d'émotion. Et l'émotion a besoin de mouvement, pas de répétition. Il y a des hommes qui, sans le vouloir consciemment, génèrent l'effet inverse. Ils ne poursuivent pas, ne se justifient pas, ne comblent pas chaque silence. Pas parce qu'ils sont froids ou distants, mais parce qu'ils n'agissent pas sous l'effet de l'anxiété. Ils maintiennent une vie active, des intérêts propres, des temps définis. Ils communiquent, mais ne s'expliquent même pas à l'excès. Ils sont présents, mais pas disponibles tout le temps. Et cette différence, bien que subtile, change complètement la dynamique. Elle ne ressent pas de pression, mais de la curiosité. Elle ne se sent pas envahie, mais attirée. Elle commence à investir de l'attention, de la réflexion et de l'émotion. Dans la communication numérique, ce phénomène s'intensifie. Les écrans créent l'illusion d'une proximité constante, mais éliminent aussi le mystère. Chaque réponse immédiate, chaque long message, chaque tentative de tout clarifier réduit la tension qui maintient l'intérêt en vie. Beaucoup d'hommes interprètent le silence comme un problème à résoudre. Ils analysent chaque pause, chaque réponse courte, chaque retard. Et ce faisant, ils réagissent bassement par peur. Ils écrivent plus, expliquent plus, tentent de réparer quelque chose qui n'était peut-être pas cassé. C'est cette réaction qui altère l'équilibre. Ce que peu de gens comprennent, c'est que l'attachement ne naît pas quand quelqu'un reçoit une attention sans limite, mais quand il commence à s'investir émotionnellement, quand il pense, imagine, attend, quand il n'a pas tout servi sur un plateau, mais qu'il participe au processus. L'absence modérée ne brise pas la connexion, elle la rend consciente. L'espace ne refroidit pas, il permet au désir de respirer. Et le calme face à l'incertitude communique quelque chose de puissant, une sécurité intérieure. Accepter cette idée n'est pas simple, car elle va à l'encontre de ce que beaucoup ont appris. Cela nécessite de renoncer au besoin de contrôle et à l'urgence de plaire. Cela nécessite de comprendre que tout silence n'est pas un rejet et que toute distance n'est pas une perte. Parfois, c'est exactement le contraire. Parfois, c'est le début de quelque chose de plus profond. Le changement survient quand l'homme cesse de réagir et commence à rester ferme dans son propre centre. Là, sans discours ni stratégies évidentes, la dynamique commence à se transformer. L'attachement émotionnel ne surgit pas quand tout est clair dès le début, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait compris. Ici entre en jeu un facteur que beaucoup sous-estiment, le mystère. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, ni de feindre une personnalité différente, mais de ne pas tout livrer d'un seul coup. Quand un homme devient un livre ouvert dès la première semaine, quand il explique chaque pensée, chaque émotion et chaque détail de sa vie quotidienne, il élimine sans s'en rendre compte l'un des moteurs les plus puissants de l'attraction, la curiosité. L'esprit humain a besoin de stimuli incomplets pour rester actif. Quand quelque chose n'est pas totalement défini, le cerveau tente de remplir les espaces vides.
Et dans ce processus, l'imagination fait son travail. Elle imagine des possibilités, interprète les silences, crée des significations. Dans les premières étapes d'une relation, cette imagination joue souvent en faveur de l'homme. Elle commence à penser à lui quand il n'est pas présent, à se demander ce qu'il fait, à lui donner une valeur émotionnelle qui n'est pas née d'une explication directe, mais de l'attente. Le problème apparaît quand cet espace disparaît. Beaucoup d'hommes croient que tout partager est un signe d'honnêteté et de connexion. Mais en réalité, cela peut devenir une forme de saturation. De longs messages sur la journée, des explications détaillées des sentiments, des réponses immédiates à n'importe quelle question. Au début, cela peut sembler être un intérêt sincère. Mais avec le temps, cela réduit la tension émotionnelle. Il n'y a plus de couches à découvrir, plus de pauses à interpréter, plus rien qui invite à penser au-delà de ce qui est dit explicitement. Un exemple courant illustre bien ce point. Un homme habitué à écrire des paragraphes entiers sur sa routine, ses pensées et ses émotions, remarque souvent le même schéma se répéter. Au début, elle répond avec enthousiasme. Puis, les réponses se raccourcissent. Ensuite, l'intérêt se refroidit. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il en a trop fait. En éliminant le mystère, il a aussi éliminé la nécessité de s'investir émotionnellement. Tout est là, visible, disponible, sans effort. Quand ce même homme change sa façon de communiquer, les résultats sont souvent étonnamment différents. Il réduit la quantité de messages, répond à ce qu'on lui demande sans trop s'expliquer, partage des expériences sans détailler chaque aspect. Il reste proche, mais pas transparent jusqu'à l'excès. Il continue de montrer de l'intérêt, mais pas de dépendance. Dans ce nouvel équilibre, quelque chose change. Elle commence à poser plus de questions, à chercher plus d'interaction, à tenter de mieux le comprendre. L'investissement émotionnel change de direction. Ce processus n'est pas conscient dans la plupart des cas. Il ne s'agit pas pour elle de penser de manière rationnelle qu'il est plus intéressant. C'est une réaction émotionnelle. Le mystère active l'attention et l'attention soutenue est l'une des premières étapes vers l'attachement. Quand il y a quelque chose à découvrir, l'esprit y revient encore et encore. Quand tout est exposé, l'esprit se relâche et se déconnecte. Se révéler peu à peu ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie respecter le rythme naturel de la connexion. Les relations qui se construisent solidement avancent généralement par couches, pas par avalanche. Chaque conversation ajoute quelque chose de nouveau, mais ne révèle pas tout. Chaque rencontre laisse une sensation de vouloir un peu plus, pas d'avoir tout épuisé. Cette progression maintient l'énergie émotionnelle vivante. À l'ère des messages constants, ce principe devient encore plus pertinent. Quand la communication est illimitée, l'autocontrôle devient une forme de valeur. Savoir quand parler et quand garder le silence, quand partager et quand réserver, communique une stabilité intérieure. Et cette stabilité est perçue, même à travers un écran. Il n'est pas nécessaire de le dire, cela se ressent. Le mystère, bien compris, n'est pas une technique artificielle. C'est une conséquence naturelle d'une vie équilibrée et d'une communication consciente. Quand un homme ne vit pas suspendu à son téléphone, quand il a des intérêts, des responsabilités et un but, il n'a pas besoin de remplir chaque espace avec des mots. Et cette absence modérée, loin d'éloigner, est souvent ce qui éveille un intérêt plus profond et durable. La communication constante par téléphone est l'un des facteurs qui détruit le plus rapidement l'attraction, même si au début cela semble être le contraire. Tout commence généralement de la même manière. Deux personnes se rencontrent, il y a de l'intérêt. L'émotion initiale apparaît et l'échange de messages devient intense. Bonjour, bonne nuit, questions constantes, commentaires sur chaque détail de la journée, même réactions immédiates. Beaucoup d'hommes croient donc construire ainsi une connexion, alors qu'en réalité, ils accélèrent à son usure. Dans l'esprit d'elle, ce processus suit une séquence presque invisible. Le premier message génère une sensation agréable. Intérêt, validation, curiosité. Les suivants renforcent cette impression pendant un certain temps. Mais quand la fréquence augmente sans pause, quelque chose change. Elle commence à percevoir trop de disponibilité. L'intérêt se transforme en attente constante, et l'attente constante finit par lasser. Sans s'en rendre compte, il passe du statut de quelqu'un d'attrayant à celui d'une présence excessive. Le problème n'est pas un message précis, mais l'accumulation. Quand chaque silence est comblé par des mots, quand il n'y a pas d'espace entre une interaction et une autre, l'attention perd de sa valeur. Dans l'environnement numérique actuel, cela s'aggrave encore plus.
Beaucoup de femmes reçoivent des dizaines, voire des centaines de messages par jour. Chaque conversation est en concurrence avec beaucoup d'autres. Dans ce contexte, faire plus de la même chose ne se démarque pas, cela se dilue. Un long message rivalise avec d'autres longs messages. Une réponse immédiate se perd parmi beaucoup de réponses immédiates. Ici apparaît une différence clé entre les hommes qui génèrent de l'attraction et ceux qui la perdent. Tandis que les uns écrivent sans arrêt, d'autres comprennent que moins peut être plus. Ils ne répondent pas à l'instant, ne sont pas disponibles toute la journée, ne font pas du téléphone le centre de la relation. Ils ont des moments précis pour communiquer et retournent ensuite à leur vie. Cette rareté relative crée de la valeur. Pas parce qu'ils jouent un jeu, mais parce que leur attention n'est pas infinie. La réaction masculine face au silence est souvent la plus grande erreur. Quand elle met du temps à répondre, beaucoup d'hommes entrent dans un état d'anxiété. Ils analysent ce qu'ils ont dit, imaginent des scénarios négatifs, doutent d'eux-mêmes, et à partir de cette insécurité, ils agissent. Ils envoient un autre message, tentent d'éclaircir quelque chose que personne n'a demandé d'éclaircir, cherchent une réponse immédiate. Ce second message ne communique pas de l'intérêt, il communique de la peur. Et la peur se perçoit même à travers un écran. La réalité est beaucoup plus simple que ce que l'esprit anxieux imagine. Elle peut être occupée, concentrée sur son travail, avec des amis, ou simplement n'avoir pas envie de répondre à ce moment-là. Elle peut aussi observer comment il gère le silence. Dans tous les cas, la raison est moins importante que la réponse. La patience devient ici un avantage décisif. Savoir envoyer un message puis continuer sa propre vie communique une sécurité intérieure. Quand un homme ne dépend pas d'une réponse pour se sentir bien, cela se remarque. Il ne vérifie pas son téléphone chaque minute, n'interprète pas chaque pause comme un rejet, ne réagit pas impulsivement. Ce calme transmet un message clair. Sa vie ne tourne pas autour d'une conversation numérique. Et ce message, paradoxalement, augmente souvent l'intérêt. L'absence de pression crée de l'espace pour que la curiosité grandisse. Certains ont constaté cet effet de façon très claire. Avec la même apparence, le même profil et les mêmes opportunités, changer seulement la façon de communiquer produit des résultats complètement différents. Répondre de temps en temps, garder des messages brefs mais avec intention, ne pas être toujours disponible. Soudain, elle commence à s'investir davantage. Elle pose des questions, cherche de l'attention, tente de réactiver la conversation. Pas parce qu'on lui a demandé, mais parce que l'espace l'y invite. La clé est de comprendre que l'attraction ne se construit pas avec une intensité constante, mais avec du rythme. Un rythme qui inclut présence et absence, contact et pause. Quand cet équilibre est rompu et que tout devient immédiat, la connexion perd de sa force. Maintenir ce rythme nécessite de l'autocontrôle et de la confiance. Cela nécessite de cesser de réagir à chaque stimulus et de commencer à agir à partir de la stabilité. C'est là que beaucoup échouent, et là que d'autres commencent à se démarquer sans effort apparent. Dans cette phase apparaît l'un des éléments les plus mal compris des premières étapes d'une relation, les tests émotionnels. Ils ne sont généralement pas conscients ni planifiés. Ils ne répondent pas à une intention claire de manipuler. Ils surgissent de manière instinctive, comme une façon de mesurer la stabilité, la sécurité et l'autocontrôle. Et c'est ici que beaucoup d'hommes, sans le savoir, se trahissent eux-mêmes. Parfois, le test est le silence. Elle répond plus tard que d'habitude ou réduit la fréquence des messages. D'autres fois, c'est un commentaire apparemment innocent sur une autre personne, une annulation de dernière minute, un changement brusque d'attitude. Face à ces situations, la réaction masculine est souvent automatique. On tente de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. On demande si tout va bien. On s'explique trop. On cherche à retrouver une proximité qui, en réalité, n'a jamais été perdue. Chacun de ces mouvements naît de la peur de la perdre, et c'est cette peur qui est évaluée. Quand un homme réagit émotionnellement à chaque variation, il communique une instabilité, pas parce qu'il ressent quelque chose, mais parce qu'il agit par besoin de contrôle. Il interprète chaque changement comme un jugement sur sa valeur personnelle. Si elle s'éloigne, il se rapproche davantage. Si elle doute, il insiste. Si elle se montre froide, il tente de la convaincre avec des mots ou des gestes. Et dans cette tentative, il perd l'équilibre. La relation cesse d'avancer naturellement et devient une négociation émotionnelle constante. La réponse la plus efficace à ces tests est souvent la plus difficile.
ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Quand elle s'éloigne un peu, lui aussi se concentre sur sa vie, pas pour punir ni pour provoquer, mais parce qu'il n'a besoin de rien compenser. Quand elle met du temps à répondre, il ne se précipite pas pour combler le vide. Quand elle mentionne d'autres options, il n'entre pas en compétition et ne devient pas jaloux. Il garde son calme. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la sécurité intérieure. Ce comportement communique quelque chose de très clair. Il ne dépend pas de l'attention d'autrui pour maintenir son état émotionnel. Il a des limites, des priorités et une identité qui ne s'effondre pas devant l'incertitude. Et cette stabilité s'avère attrayante, même quand elle n'est pas comprise consciemment. Les tests, lorsqu'ils n'obtiennent pas la réaction attendue, finissent généralement par disparaître. Pas parce qu'une bataille avait été gagnée, mais parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Beaucoup d'hommes perdent des opportunités à long terme parce qu'ils confondent une variation normale avec un problème grave. Quelques jours avec moins de communication, et ils prévoient déjà des conversations sérieuses, des cadeaux inutiles ou de longues explications sur leurs sentiments. Ils tentent d'accélérer une clarté qui n'est pas encore de mise. Au lieu de laisser la connexion respirer, ils l'asphyxient avec de bonnes intentions. Et ainsi, ils créent le problème qu'ils voulaient éviter. L'attraction ne répond pas aux arguments ni aux promesses. Elle ne se renforce pas par des discours ni par des démonstrations excessives. Elle fonctionne autrement. Elle fonctionne quand il y a de l'espace pour choisir, pas de pression pour rester. Plus on essaie de convaincre quelqu'un de ressentir quelque chose, moins ce sentiment devient naturel. La poursuite émotionnelle génère de la résistance, même lorsqu'elle naît d'un intérêt sincère. Accepter que quelqu'un puisse s'éloigner à tout moment produit de la peur, mais aussi de la liberté. Quand un homme cesse d'agir par crainte de la perte, il commence à se comporter avec plus de cohérence. Il ne sacrifie pas ses valeurs, n'abandonne pas sa routine, ne se dissout pas dans la relation, il reste ferme. Et cette fermeté, loin d'éloigner, éveille souvent le respect et le désir. Comprendre ce point change complètement la façon de se lier aux autres. Il ne s'agit plus de réagir à chaque stimulus, mais de maintenir une présence stable, laisser les émotions aller et venir sans perdre son centre. Cette capacité à rester le même, même quand l'environnement émotionnel fluctue, est l'une des qualités qui influencent le plus l'attachement profond. Cela ne s'apprend pas avec des théories, mais par la pratique et la conscience. Et c'est précisément ici que la dynamique commence à se transformer véritablement. À ce stade, la différence entre effort et désespoir devient impossible à ignorer. Beaucoup d'hommes croient démontrer de l'intérêt alors qu'en réalité, ils révèlent de l'insécurité. La ligne qui sépare ces deux comportements est mince, mais décisive. L'effort naît d'un choix, le désespoir naît de la peur. Et cette différence se perçoit même sans mots. Dans les premières étapes, on s'attend à ce que l'homme prenne l'initiative. C'est naturel, mais initier ne signifie pas surcharger. Mener ne signifie pas demander la permission pour chaque étape. Un homme sûr de lui propose, décide et avance sereinement. Il n'a pas besoin de valider chaque mouvement, ni de confirmer constamment si elle est à l'aise. Il a confiance en son jugement et observe la réponse. Cette attitude transmet une direction et la direction génère un sentiment de protection émotionnelle. Quand la communication devient excessive, ce leadership disparaît. L'homme commence à tout consulter, à expliquer chaque intention, à justifier chaque décision. Au lieu d'inviter, il négocie. Au lieu de guider, il pose des questions sans fin. Peu à peu, la relation se déséquilibre. Elle sent qu'elle doit porter la dynamique émotionnelle, alors qu'en réalité, elle cherche quelqu'un qui puisse rester ferme sans devenir rigide. C'est ici qu'entre en jeu la mentalité d'abondance. Il ne s'agit pas de feindre des options ni de provoquer de la jalousie, mais de vivre d'une manière qui ne gravite pas autour d'une seule personne. Un homme avec une vie active, des projets, des intérêts et des liens divers n'agit pas dans l'urgence. Il ne sent pas que chaque message est décisif ni que chaque silence est une menace. Et ce calme modifie complètement sa façon de communiquer. Quand il n'y a pas d'urgence, la communication devient plus légère. Les messages ne cherchent pas à retenir, mais à connecter. Il y a de l'intérêt, mais pas d'obsession. Il y a de la constance, mais pas de rigidité. Le contact apparaît à des moments précis, pas comme un flux interminable. Cette structure crée de l'anticipation. Elle sait qu'il y aura communication, mais pas exactement quand ni comment. Et cette petite incertitude maintient l'attention vivante. La force émotionnelle
se démontre quand l'humeur d'autrui ne dicte pas son propre comportement. Si elle passe une mauvaise journée, il ne panique pas. Si elle se montre distante, il ne la poursuit pas. Si elle change d'humeur, il ne change pas d'identité. Il maintient son cadre interne. Cette cohérence transmet de la sécurité. Pas parce qu'il ignore ce qu'elle ressent, mais parce qu'il ne se perd pas lui-même dans le processus. Beaucoup d'hommes tentent de résoudre les émotions comme s'il s'agissait de problèmes techniques. Ils analysent, expliquent, proposent des solutions. Mais la plupart des variations émotionnelles n'ont pas besoin d'être corrigées. Elles ont seulement besoin d'espace. En ne réagissant pas immédiatement, en n'essayant pas de tout arranger, on permet à l'émotion de se stabiliser seule. Et cette patience renforce souvent la connexion plus que n'importe quel discours. La communication fragmentée, par fenêtres précises, renforce cet effet. Ne pas être disponible toute la journée ne signifie pas un désintérêt. Cela signifie qu'une vie est en cours. Un homme qui construit quelque chose, qui avance vers ses propres objectifs, ne vit pas pendu à son téléphone, et cette occupation sincère se perçoit. Son attention devient quelque chose de précieux, pas quelque chose d'automatique. Avec le temps, cette façon de se lier filtre naturellement. Les personnes qui ont besoin d'une validation constante se sentent mal à l'aise avec les limites. Les personnes sûres d'elles les respectent. Ainsi, sans affrontement ni explication, la dynamique attire ceux qui s'accordent le mieux. Ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. Quand l'homme cesse d'essayer d'être tout pour quelqu'un et commence à être lui-même avec constance, quelque chose change. La relation cesse d'être un test constant et devient un espace où les deux choisissent d'être. Et ce choix, renouvelé encore et encore, est la base d'un attachement plus sain et profond. Non forcé, non négocié, mais construit avec du temps, de l'équilibre et une présence réelle. L'attachement profond ne se construit pas avec une présence constante, mais avec un investissement émotionnel progressif. Beaucoup de gens confondent proximité et intensité, mais ce n'est pas la même chose. La proximité procure un sentiment de sécurité. L'intensité, lorsqu'elle est excessive, peut devenir étouffante. Et c'est précisément dans cette différence que la distance bien comprise acquiert sa véritable valeur. Pas comme une absence froide, mais comme un espace qui permet au désir et à la connexion de grandir sans pression. Quand un homme n'est pas toujours disponible, quand il ne répond pas à chaque stimulus immédiatement et ne tente pas de combler tous les silences, il crée une dynamique différente. Elle ne reçoit pas tout sans effort. Elle commence à participer, à chercher, à investir de la réflexion et de l'émotion. Et cet investissement est clé, car les gens s'attachent davantage à ce pourquoi ils font quelque chose, pas à ce qu'ils reçoivent sans limite. Plus quelqu'un s'investit, plus il valorise le lien. L'une des erreurs les plus courantes est de tout donner dès le premier instant. Partager chaque détail, donner la priorité à l'autre personne avant tout le reste, ajuster sa vie entière en fonction de la relation naissante. Cela laisse la connexion sans marge de progression. Il n'y a pas d'évolution, pas de découverte graduelle, pas de croissance. On commence à 100% et il ne reste que la possibilité de se maintenir ou de décliner. En revanche, quand la proximité augmente peu à peu, chaque étape est ressentie comme une avancée réelle. La distance modérée permet à la relation de respirer. Elle permet à chaque rencontre d'avoir du poids, à chaque conversation de compter. Il ne s'agit pas de calculer les temps ni d'appliquer des règles rigides, mais de respecter un rythme naturel. Présence quand on y est, absence quand il s'agit de vivre sa propre vie. Cette combinaison crée un sentiment d'équilibre qui s'avère profondément attrayant. De plus, la distance agit comme un filtre. Les personnes qui ont besoin d'un contact constant ont tendance à se sentir mal à l'aise avec les limites. Celles qui ont une base émotionnelle plus stable les comprennent et les respectent. Ainsi, sans discours ni confrontation, la dynamique sélectionne naturellement. Ce n'est pas une technique pour retenir, mais une façon de se lier qui attire ceux qui cherchent quelque chose de plus solide. Le téléphone, dans ce contexte, retrouve sa fonction réelle. Il cesse d'être un substitut à la connexion et redevient un outil. Il sert à coordonner, à partager des moments ponctuels, à créer l'attente de rencontres réelles. La véritable connexion se construit face à face, dans des expériences partagées, pas dans un flux interminable de messages qui simulent l'intimité. Au final, tout se résume à une idée centrale. L'attachement ne peut pas être forcé, on ne peut pas convaincre quelqu'un de ressentir quelque chose par des mots, ni négocier le désir avec des arguments.
La seule chose que l'on puisse faire est de créer les conditions adéquates pour que l'attraction surgisse naturellement. Et ces conditions nécessitent de l'espace, du calme et de la valeur personnelle. Quand un homme cesse d'avoir besoin d'une validation constante, quand sa vie a un sens au-delà d'une relation, sa façon de communiquer change. Il ne poursuit pas, ne supplie pas, ne se déstabilise pas. Il choisit. Et cette capacité de choisir, de vouloir sans avoir besoin, est ce que beaucoup de gens trouvent irrésistible, même s'ils ne savent pas toujours l'expliquer. Maintenant, la question reste ouverte. Quel schéma de communication as-tu vu construire ou détruire l'attraction? À quel moment as-tu remarqué que moins de contacts pouvaient générer plus de connexions? Qu'est-ce qui a changé quand tu as cessé d'être toujours disponible? Partage ton expérience dans les commentaires et laisse les autres apprendre aussi de ce que tu as vécu.